Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien en ce jour où je vous poste une nouvelle affaire. Pour les friands d'histoires inédites, cliquez juste en bas pour activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines affaires. Une soirée d'horreur a eu lieu en début d'année 2016 en Inde. La découverte d'un secret peut-elle pousser quelqu'un à tuer 14 membres de sa famille, y compris des enfants? Vous verrez que pas qu'une seule hypothèse sera mise en évidence par les enquêteurs. Je vous invite à découvrir les détails de cette terrible affaire, la triste histoire de la famille Warekar. C'est tout de suite et maintenant. Hasnain Anwar Warekar est âgé de 35 ans au moment des faits. Il vit dans la ville de Kasavarda Velia, dans le district de Thane. C'est à 32 km de la ville de Bombay. Et on sait qu'il est comptable dans le service des impôts d'une entreprise privée qui est située à Mumbai. Hasnain, au moment des faits, il est marié depuis 2011 à une femme qui s'appelle Jabin et avec laquelle il a 2 enfants. Il a 2 filles, donc Mubashira qui a presque 6 ans et Umera qui a 3 mois. Hasnain grandit dans une famille nombreuse, ils sont 5 enfants dont 4 sœurs et donc c'est le seul garçon de la famille. Alors Hasnain, quand il était petit, il est décrit comme un enfant choyé, comme un enfant très protégé par ses parents. En fait, il était tellement protégé qu'il avait même pas le droit de faire du vélo avec des copains de voisinage ou avec des camarades de classe. Fallait toujours qu'il en fasse avec un membre de la famille, donc soit une sœur ou un cousin ou son oncle, mais en tout cas il pouvait pas en faire avec des copains quoi. Hasnain a été scolarisé dans une école assez bien réputée situé dans le quartier de Roli à Thane. Et les enseignants qui ont été interrogés dans le cadre de cette affaire ont décrit Hasnain comme un enfant plutôt calme, un enfant très concentré à l'école. Il était très studieux, il posait toujours des questions très pertinentes. Une fois le bac obtenu, Hasnain intègre la NKT College à Thane pour faire des études de commerce. Les gens diront que c'était quelqu'un d'assez discret en cours, il était introverti, donc il se liait pas trop d'amitié avec les autres camarades de classe, ou très peu en tout cas. Ils le décrivent comme quelqu'un vraiment sur la réserve. Mais en prenant de l'âge, Hasnain commence petit à petit à développer des attitudes étranges, mais surtout vis-à-vis de sa famille. Il devient de plus en plus jaloux de la relation qu'entretiennent ses sœurs avec leur mère. Donc en effet, ses sœurs, elles étaient très proches de leur mère, elles avaient un lien étroit et complice. D'ailleurs, une de ses sœurs témoignera pour dire qu'il se sentait tout le temps rejeté, il se sentait mis à l'écart et qu'il était devenu même parano. En fait, il avait toujours l'impression que ses sœurs et sa mère conspiraient dans son dos. Par contre, Hasnain est assez proche de son père qui s'appelle aussi Anwar Warekar et donc son père, lui, il était administrateur dans une mosquée, dans la mosquée du coin et tous les deux, ils passaient beaucoup de temps à la mosquée ensemble, ils partageaient des choses ensemble, donc il était quand même assez proche de son père. Le samedi 27 février 2016, une réunion de famille a lieu chez les Warekar à Thane. En fait, Hasnain a invité toute la famille pour un repas familial. Alors, quand je dis qu'il a invité toute la famille, c'est presque toute la famille, parce qu'en réalité, il n'a pas invité ses beaux-frères, donc les maris de ses sœurs, il les a pas invités. Il a invité tout le reste de la famille pour fêter le 6e anniversaire de sa fille Mubashira. Et la famille est presque au complet, il en manque juste une, il manque juste une sœur, c'est Subiya Barmal, qui elle habite en fait avec son mari dans une autre ville. Et elle n'est pas véhiculée, et son mari non plus, donc elle explique à Hasnain que ça va être compliqué pour elle de venir. Ce à quoi Hasnain lui répond qu'il n'y a pas de souci, il lui envoie un pouce-pouce pour venir la chercher, elle et sa fille de 4 mois. Et donc c'est ce qu'il fait, donc le pouce-pouce arrive devant chez Subiya, elle le prend et elle arrive chez ses parents, et donc une fois arrivée, tout le monde est présent et tout le monde s'attable pour dîner. Donc toute la famille passe un bon moment, ils sont là en train de discuter ensemble, ils rigolent ensemble, et on sait que le repas se termine assez tard puisqu'il se termine aux alentours de 1h, 1h30 du matin le dimanche 28 février. Et la famille, une fois qu'elle a fini de dîner, donc elle va s'installer dans le salon, ils vont poursuivre leur conversation dans le salon, ils vont continuer à discuter, ils vont regarder un peu la télé. À un moment donné, il y a Hasnain qui prépare des boissons dans la cuisine et c'est sa femme Jabin qui va servir la boisson gazeuse donc au reste de la famille. La seule qui prendra pas de boisson gazeuse, c'est Subiya parce qu'elle explique
expliquera en fait qu'elle était enrhumée ce soir-là et qu'elle n'avait pas envie de boire une boisson gazeuse, mais tout le reste des personnes présentes prendront cette boisson. Et juste après avoir pris cette boisson, tout le monde va se sentir un peu mal, tout le monde va se sentir un peu vaseux, ils vont vraiment se sentir pas très bien et ils vont tous décider d'aller se coucher. En réalité, Hasnen avait tout simplement empoisonné la boisson, il avait mis des sédatifs dedans justement pour endormir toute la famille. À partir de cet instant précis, il est à peu près 2h, 2h30 du matin, Hasnen va se transformer en monstre puisqu'il va trancher la gorge de tous ceux qui sont présents chez lui, toute la famille présente, il va leur trancher la gorge, que ce soit des personnes âgées, que ce soit ses parents, des enfants ou même des bébés. Et d'ailleurs, l'arme que Hasnen va utiliser pour égorger toute sa famille, c'est le couteau de boucher qu'il a l'habitude d'utiliser en fait pour sacrifier le mouton lors de la fête religieuse. Et d'ailleurs, il y a un de ses amis qui va s'exprimer sur cette affaire et qui va dire en fait que Hasnen avait l'habitude de plaisanter, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il plaisante et qu'il dise et si je tuais un jour ma famille avec ce couteau. Et donc il dira en fait qu'il ne le croyait pas du tout capable d'en arriver jusque là. Il pensait que c'était simplement de l'humour, alors certes noir, mais il pensait que c'était vraiment de l'humour quoi. Donc le fameux soir des meurtres, il y a une dame qui habite pas très loin, qui fait aussi partie de la famille Warekar et elle habite dans le voisinage. Elle dira qu'elle a entendu hurler une fille, elle a entendu quelqu'un hurler à l'aide, venez me sauver, mon frère a tué toute ma famille, il va me tuer aussi. Donc elle envoie son fils voir ce qui se passe et lui il dira que quand il est arrivé, il a vu Soubiya par la fenêtre en train de hurler et totalement paniqué et horrifié. Sauf que cette fenêtre là en fait elle est bloquée de l'intérieur, donc Soubiya elle pouvait pas sortir toute seule. Et donc le fils qui était là devant la fenêtre, il essaie de rentrer dans la maison, mais la porte est verrouillée. Hasnen a fait exprès de fermer la porte à clé, donc il n'a pas pu pénétrer dans la maison pour sauver Soubiya. Donc il a cassé la fenêtre et il a sorti Soubiya par la fenêtre. La police qui va être alertée, elle arrive sur les lieux aux alentours de 3h30 du matin et en effet elle va constater que la porte d'entrée elle est effectivement verrouillée et que la porte de derrière est aussi fermée à clé. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de casser la porte pour pénétrer à l'intérieur de la maison. Et là, pour reprendre leur terme, ils ont dit que c'était une piscine de sang, ils ont dit que c'était un vrai carnage. Tout le monde est mort, tout le monde est égorgé. Et ils diront qu'ils ont vu des personnes âgées, qu'ils ont vu de jeunes enfants, ils ont vu parmi les victimes des adolescents et aussi des bébés, des nourrissons, et que c'était vraiment une scène horrible. Soubiya Youssouf Barmal, qui est donc l'une des sœurs de Hasnen, elle est âgée de 22 ans au moment des faits et c'est aussi la maman de la petite Alfia, donc le bébé qui est âgé de 4 mois et qui a été malheureusement tué par Hasnen. Donc Soubiya, c'est la seule survivante de ce carnage. Elle va être immédiatement transportée à l'hôpital Jupiter de Tannes pour être soignée. La police boucle la zone et elle ouvre immédiatement une enquête pour meurtre. Aux petites heures du matin, la police, pour pouvoir mener ses investigations, elle récupère un maximum de preuves au domicile familial et les enquêteurs de leur côté attendent aussi que Soubiya se soigne et qu'elle se remette un petit peu de l'état de choc avant de l'interroger sur les circonstances du drame et ce qui a pu pousser son frère à commettre un tel acte. Donc Soubiya se remet tout doucement de l'agression et du choc psychologique. Les enquêteurs de la section criminelle lui apprennent donc la mort de sa famille, mais ils ne veulent pas la brusquer en lui apprenant la mort de son bébé Alfia. Si vous voulez, au début ils lui mentent, ils lui disent que son enfant est en sécurité et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Mais j'ai trouvé ça quand même pas très intelligent parce que je trouve que c'est encore pire après de dire la vérité en fait, de mentir là-dessus pendant quelques jours et puis après lui dire bah non finalement ton enfant n'a pas survécu. Et c'est donc près d'une semaine après les faits que la police finit par dire la vérité à Soubiya. Ils lui disent que malheureusement sa fille Alfia n'a pas survécu au carnage et qu'elle a été aussi tuée par Hasnen. Bien sûr il lui annonce cette vérité là en présence du reste de ses proches et de quelques membres d'une ONG juste avant sa sortie de l'hôpital. Bien sûr Soubiya complètement dévastée, elle a pleuré pendant des heures et des heures la perte de son enfant, ce qui est normal, mais à ce stade elle ne sait toujours pas que son frère s'est suicidé parce qu'elle dira à la police que son frère doit mourir pour ce qu'il a fait et c'est à ce moment-là que les enquêteurs vont lui apprendre que son frère s'est suicidé juste après les meurtres.
Soubiya, une fois un peu rétablie, donc elle va pour donner sa déposition à la police. Une déposition qui fera 8 pages et donc elle raconte qu'effectivement, après la boisson gazeuse, toute sa famille s'est endormie. Elle confirme que son frère a agressé sa famille pendant la nuit parce qu'elle a entendu des cris et des hurlements de sa grande sœur. Donc elle a couru voir ce qui se passe dans le salon et là elle a vu son frère agresser sa mère aussi. Donc elle a vu Hasnen donner des coups de couteau au niveau de la gorge de sa mère. Elle a aussi entendu sa mère supplier son fils de la laisser en vie. Elle l'a entendu aussi dire je suis ta mère, je t'ai mis au monde. Et puis elle se rappelle aussi avoir vu des corps par terre et du sang partout. Et là Hasnen, dans sa folie meurtrière, il lève la tête et puis il s'aperçoit que Soubiya est debout et bien consciente. Donc il court vers elle, il s'approche d'elle pour la tuer aussi. Alors il réussit à la blesser au niveau du cou, au ventre et aux mains, mais heureusement pour Soubiya, elle arrive à se dégager, elle le repousse et elle court dans une chambre où elle s'enferme à clé. Et c'est à ce moment-là qu'elle appelle à l'aide par la fenêtre. Et donc elle dira, parce qu'elle a des petits flashs qui lui reviennent, elle se rappelle pas de tout, donc il y a des petits flashs qui reviennent et elle se rappelle que son frère lui avait demandé de se taire sinon il allait tuer sa fille de 4 mois. Et elle dira aussi qu'elle ne se rappelle pas comment elle a été sauvée. Elle expliquera qu'en fait elle a perdu connaissance juste après. Alors les enquêteurs veulent comprendre s'il n'y a pas un élément déclencheur qui a poussé Hasnen à tuer toute sa famille. Et là, ce qu'elle annonce à la police choque tout le monde. Alors elle déclare qu'en réalité, son frère Hasnen abusait d'une de leurs sœurs âgée de 30 ans et qui souffrait de troubles mentaux. Donc apparemment, il lui faisait faire des choses dégueulasses. Enfin voilà, il abusait d'elle clairement. Donc des détails que je vais éviter de vous raconter pour ne pas trop vous choquer, pour ne pas me faire censurer non plus sur YouTube. Et donc en effet, Soubiya, elle raconte que le 4 février 2016, elle était en visite chez ses parents et elle raconte que sa sœur a abusé, s'est confiée à elle pour lui raconter que Hasnen en fait abusait d'elle depuis un moment, en fait souvent le soir, qui lui faisait faire des choses horribles et contre nature. Et donc apparemment il l'aurait menacée si elle racontait un jour ce qu'il lui faisait au reste de la famille. Soubiya, qui est choquée et écœurée d'apprendre cette nouvelle, donc elle décide d'en parler à sa mère. Elle se dit qu'elle peut pas laisser ça comme ça, faut absolument qu'elle protège sa sœur. Donc elle en parle à sa mère qui s'appelle Asghari et elle décide de le faire le 6 février 2016, donc soit à peu près 22 jours avant les faits. Bien sûr, la mère qui apprend cette nouvelle dégoûtante, elle est aussi outrée et écœurée et elle en parle bien sûr à son mari. Et donc là, apparemment, toute la famille s'en serait pris à Hasnen. Donc sa femme Jabin aurait annoncé vouloir le quitter. Son père lui aurait demandé de quitter le domicile et de partir loin de chez eux. Donc depuis cette nouvelle, bien sûr, la mère, elle dormait tous les soirs près de sa fille pour la protéger. Elle n'avait plus du tout confiance en son fils. Donc elle dormait tous les soirs à côté d'elle sur le tapis du salon. Soubiya dira que son frère, quand la nouvelle a éclaté, son frère est devenu encore plus bizarre, encore plus distant. Il est devenu comme gêné. Il était vraiment plus comme d'habitude. Et elle déclara aussi que les meurtres ont été clairement planifiés. Donc on sait déjà qu'il a empoisonné la boisson gazeuse, mais apparemment il a aussi fait un SMS au mari de Soubiya pour lui dire qu'il allait avoir une surprise bientôt. Donc la surprise, vous vous doutez bien que c'est le meurtre de sa femme et de sa fille. Soubiya, elle dira aussi aux enquêteurs que Hasnen consommait tout le temps les médicaments de sa sœur malade mentale qui lui étaient prescrits par le psychiatre qui la suivait. Et donc à cause de ça, justement, il était souvent disputé par sa mère qui lui disait qu'à cause de lui, sa sœur ne pouvait pas se soigner, qu'en plus de ça, c'est dangereux pour sa santé à lui parce qu'il n'en a pas besoin, mais a priori, il s'en fichait complètement parce qu'il les consommait tous systématiquement. Bien sûr, les enquêteurs prennent note de ces informations, ils prennent bien la déposition de Soubiya jusqu'au bout, mais ils décident quand même de mener des investigations en parallèle pour soit avoir confirmation de cette histoire ou bien voir s'il n'y a pas une autre raison qui aurait pu pousser Hasnen à commettre ces actes irréparables. On sait qu'à ce moment-là, l'autopsie n'a pas encore été pratiquée sur la sœur malade mentale, voir si elle a bien été abusée ou pas par son frère. Et pareil, on n'a pas non plus les examens qui ont été faits sur la boisson gazeuse, voir si elle a bien été empoisonnée par Hasnen ou pas. Mais vous verrez que l'enquête va petit à petit faire émerger une autre hypothèse qui aurait peut-être poussé Hasnen à commettre ces crimes.
Les investigations des enquêteurs apportent la preuve que Hasnen a été au chômage en 2013 et pendant cette période de chômage, il réfléchit un petit peu à son avenir et donc il a l'idée d'ouvrir une entreprise mais il n'a pas les fonds pour lancer sa boîte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande de l'argent à ses proches et sa famille lui prête plus de 6 millions de roupies pour se lancer. Donc ça correspond à peu près à 76 000 euros. Donc je n'ai pas trouvé d'informations sur l'entreprise d'Hasnen, mais on sait que c'est une entreprise qui marche pas super bien, il n'arrive pas à se faire une clientèle et donc petit à petit il commence un peu à ne plus pouvoir payer les frais de son entreprise et il s'endette. Mais l'enquête va démontrer qu'en fait Hasnen avait investi cet argent emprunté surtout dans le marché des actions et ces actions ont malheureusement subi une énorme perte, ce qui fait qu'il a perdu tout cet argent. Donc voilà Hasnen endetté jusqu'au cou, mais il ne dit rien à ses proches de cette catastrophe, il leur cache la vérité, il leur dit que tout va bien. Mais petit à petit il commence un peu à stresser, un peu à s'angoisser parce que ses proches veulent récupérer leur argent. Donc de temps en temps, il lui demande quand est-ce qu'il compte rembourser cet argent emprunté. Et là, Hasnen, il est vraiment endetté et donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chercher du travail. Il finit par trouver un emploi de comptable dans la société Atlantic Coopération à Navi Mumbai où il est à peu près payé 80 000 roupies par mois. Alors on sait qu'Hasnen avait démissionné de cet emploi 3 mois avant les faits pour aller, il avait signé en fait un autre contrat ailleurs. Mais en fait, il l'a dit à personne où il a trouvé un nouvel emploi. Personne ne sait dans quelle entreprise il travaillait. Sa sœur Soubia, la survivante du carnage, dira qu'elle n'était... personne n'a jamais su dans quelle boîte il a signé. Mais les 80 000 roupies gagnées tous les mois, donc ce qui correspond à peu près à presque 900 euros, n'a malheureusement pas suffi à sortir Hasnen de sa faillite personnelle. Et donc, il commence à devenir de plus en plus agressif. Il commence à devenir de plus en plus stressé. Il commence à devenir un peu à fleur de peau. Soubia, donc elle dira qu'un rien pouvait l'énerver, qu'il avait du mal à contenir sa colère. L'enquête apporte également d'autres informations assez troublantes, puisque 3 autres membres de la famille Warekar, qui avaient aussi prêté 15 000 roupies chacun à Hasnen, étaient aussi invités au dîner de famille le fameux soir. Mais ils ont expliqué qu'ils ont dû décliner l'invitation. On a par exemple un grand-père qui était âgé de 80 ans au moment des faits. Il s'appelle Gulzar Ahmed. Il dira qu'il n'a pas pu venir pour des raisons médicales et les 2 autres tantes ont décliné, donc elles n'ont pas dit pourquoi, en tout cas j'ai pas trouvé l'information de la raison pour laquelle elles ne sont pas venues, mais en tout cas on sait qu'elles n'ont pas pu venir ce fameux soir. Donc là on voit que Hasnen avait vraiment prévu d'éliminer toute sa famille et de ne laisser aucun survivant. Un autre fait perturbant a été aussi découvert par les enquêteurs, c'est que en 2014, donc 2 ans avant les faits, un scénario presque similaire a eu lieu. C'est que 6 membres de la famille Warekar sont tombés inconscients après avoir pris un repas, mais la différence là c'est que Hasnen avait appelé les secours. En fait, il a appelé l'ambulance pour qu'ils viennent secourir les gens qui étaient tombés dans les pommes. Et donc, on se demande si déjà là, c'était pas une tentative de meurtre de la part de Hasnen et qu'en fait, il a pris peur. Il a préféré faire machine arrière en fait et de pas aller jusqu'au bout de son plan. Sauf que comme personne n'a déposé plainte, il n'y a pas eu d'enquête qui a été lancée et on n'aura pas le fin mot de cette histoire. Soubia a déclaré que son frère avait comme une double personnalité, donc aux yeux des gens à l'extérieur, donc du voisinage, des collègues, des amis. Il paraissait comme quelqu'un de calme, de discret, d'avenant, de doux, de serviable, mais qu'en réalité à la maison, c'était carrément un autre visage qu'il montrait à sa famille. Il était déjà agressif, il était très jaloux, il détestait ses sœurs et il était pas du tout en fait le frère ou le fils protecteur et aimant, mais bien au contraire. Et d'ailleurs, Soubia, elle dira que quand elle s'est mariée, il lui a carrément dit de partir loin de chez ses parents et de ne plus revenir. La police, au cours de l'enquête, se rend compte également d'un détail assez surprenant. Hasnen semblait avoir une vie secrète en parallèle de sa vie de famille. L'enquête met en évidence que Hasnen avait pris quelques mois avant le massacre un logement à Majiwada et pour lequel toute sa famille ignorait l'existence puisque Soubia, donc la seule survivante, va déclarer à la police que personne n'était au courant de cet appartement. Donc vraiment là elle tombe des nues parce qu'elle se dit que c'est une information que tout le monde ignorait quoi. C'est vraiment très bizarre comme histoire parce qu'apparemment c'est un appartement que Hasnen aurait à peine visité et pour lequel il payait 7500 roupies, sachant qu'il
était déjà endetté et qu'il devait de l'argent à toute sa famille. Les investigations menées ont aussi permis de retrouver des messages échangés entre Hasnen et une femme sur Facebook. Apparemment des messages déchirants, mais malheureusement la police n'a pas rendu public ces messages, donc on ne sait pas du tout ce qu'Hasnen a dit à cette personne. Mais en tout cas, il semblait se confier à une autre femme que son épouse. Donc pour la police, c'est probablement une maîtresse, et donc ce qui expliquerait pourquoi avoir loué un appartement. Donc c'était probablement pour l'avoir dans cet appartement à l'abri des regards. Les conclusions d'autopsie vont démontrer que le médecin légiste finalement n'a pas pu déterminer les abus sur la jeune sœur de 30 ans, donc la sœur handicapée, et a priori il n'aurait retrouvé aucune trace d'abus sur elle. Donc pour la police, l'hypothèse la plus probable c'est que Hasnen était donc endetté jusqu'au cou, que ses proches lui réclamaient l'argent, que son salaire de comptable ne suffisait pas à rembourser, qu'il n'avait plus un rond en fait, et il a préféré donc tous les éliminer pour en finir et puis c'est tout. Les proches de la famille qui ont échappé au meurtre déclarent qu'ils ne croient pas du tout aux déclarations de Soubiya. Pour eux, c'est totalement mensonger, qu'elle a totalement inventé cette histoire. Ils ne croient pas du tout au fait qu'Hasnen aurait abusé de sa jeune sœur malade. Ils déclarent aussi que Soubiya serait parfois instable psychologiquement, que c'est la première fois qu'ils entendent cette histoire et que pour eux, le mobile était uniquement financier. D'ailleurs, la presse indienne a indiqué que 3 ans après les faits, ils ont essayé de contacter Soubiya, ils ont eu beaucoup de mal à la contacter, mais une fois qu'ils ont réussi à l'avoir au téléphone, elle n'a pas voulu reconfirmer les déclarations qu'elle avait faites donc à la police, et notamment sur le fait que son frère Hasnen aurait abusé de leur sœur. Donc c'est quand même assez étrange. Le reste de la famille Warekar, notamment un oncle qui s'appelle Rizwan Warekar, il refuse de vendre ou de céder la maison familiale tant qu'il n'aura pas la certitude du rôle d'Hasnen dans cette affaire, parce que pour lui, l'enquête a été bouclée trop rapidement, elle a été bouclée en 6 jours seulement, et il explique aussi qu'ils n'ont pas reçu la copie de l'acte d'accusation alors que c'est un droit. Donc l'acte d'accusation c'est la déposition de Soubiya, et donc il a déclaré qu'il aimerait prendre connaissance en fait de tous les éléments du dossier, et c'est pas le cas. Un an après les faits, en 2017, il a été révélé que Soubiya vivait toujours à Bhiwandi avec son mari. Elle n'est plus jamais retournée dans le quartier de la maison familiale, la maison dans laquelle la famille vivait depuis plus de 20 ans avant le massacre. Quelques membres de la famille font quand même une fois par an un grand ménage pour entretenir quand même un petit peu l'état de la maison. Encore aujourd'hui, personne ne comprend l'acte de Hasnen. Tout le monde dira que c'était quelqu'un vraiment de gentil, qui aidait tout le monde, il était très serviable, il était vraiment discret, donc c'est un acte, c'est une histoire qui a choqué vraiment tout le monde. Toute l'Inde a été traumatisée par cette histoire. La famille Warekar était des gens très respectés, personne ne leur connaissait d'ennemis ou de problèmes, c'était vraiment des gens très bien quoi. Les gens sont encore traumatisés, ils ont déclaré qu'ils ont peur de passer la nuit tout seuls devant cette maison, et ils n'y vont en fait que quand ils sont en groupe. Voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous l'avez visionnée jusqu'au bout. Si c'est le cas, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.